peut-être faire une petite synthèse un petit peu de cet événement, puisque avec différents de mes amis, justement, nous les survivants, hein, on peut dire, ayant vécu ces événements-là, il va de soi que ça nous a fait un choc de revenir aujourd'hui, de voir les photos, de voir le film, et nous replonger d'un seul coup, et de penser bien sûr aussi à tous nos amis disparus. Parce que quand on voit, pour nous, le film qu'on a vu, et se rendre compte qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ont disparu, on y pense bien entendu. Je sais qu'entre autres, moi, la grande photo que vous avez vue qui est le début du film, je l'ai dans mon bureau et je la regarde depuis 40 ans tous les jours. Donc aujourd'hui, ça me touche d'autant plus de retrouver des amis dont certains que je n'ai pas vus depuis 30 ans ou 25 ans. Alors je crois que déjà, on pourrait poser des questions, déjà de savoir ce que vous pensez les uns et les autres, du film que vous avez vu, la manière dont vous l'avez ressenti. Et je crois que les différents interlocuteurs ici pourront chacun, dans leur spécialité, je dirais, vous répondre. Alors voilà, si quelqu'un d'entre vous veut déjà être le premier, nous l'attendons. Qu'est-ce que vous pensez quand même un petit peu de ce film que vous avez vu? Est-ce que pour vous, c'est très loin de l'époque actuelle, c'est-à-dire dans la manière d'être, de vivre? Vous avez remarqué qu'on a tous les cheveux un petit peu plus longs. Les cheveux également un peu plus, je dirais, d'une autre couleur. Hein. Bon, donc à partir de ça, est-ce que vous ressentez un décalage culturel, par exemple, entre ce que vous connaissez aujourd'hui de la Borne et ce que vous avez peut-être ressenti à travers ce film? Je crois que ça intéressera tout le monde. Donc, qui va se jeter à l'eau? Voilà, alors il y a quelqu'un. Alors je vais bien commencer et j'ai trouvé ce film vraiment formidable. On plonge vraiment la tête la première dans cette époque-là. Vraiment, c'est une vraie révélation. Voir une cuisson en entier comme ça, avec les flammes qui sortent, enfin, tout est absolument magnifique. J'ai plein de questions sur savoir s'il y a des pièces qui restent encore, s'il y a eu des retombées écrites, orales, à l'étranger, en France, etc. Voilà un début. Merci. Je crois d'entre vous qui pourrait répondre à cette question? Peut-être toi, non? Parce que tu es quand même du coin, tu es resté longtemps, tu es l'un des organisateurs. Oui, un petit organisateur dans la mesure où, à l'époque, je n'étais pas à la Borne, mais à environ 160 km d'ici. Donc, j'ai vécu certains événements, mais je n'étais pas là les 3 semaines complètes, ou presque un mois même. Alors, pour répondre à la question des pièces, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Je crois qu'il y en a quelques-unes qui se trouvent en vente dans des galeries, maintenant. Et il y en a qui sont dans des musées, puisqu'il y a des pièces de ton père dans des musées. Au musée de Bourges aussi. Pour le reste, peut-être en cherchant dans des greniers, on en retrouvera. Parce qu'il y a eu une production quand même importante. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, tout n'était pas d'une première qualité, mais toutes avaient un intérêt, c'est clair. Vous pensez à se présenter? Oui, je suis l'un des 2 survivants à l'équipe organisatrice du symposium. Tous les autres sont morts, sauf Jeanne Grandpierre, qui paraît-il est en très mauvais état. Bon, alors je peux dire que dans ma collection particulière, il y a un certain nombre de pièces qui ont été réalisées au symposium, mais je vous préviens tout de suite, elles ne sont pas à vendre. Et est-ce qu'il faut signaler ce qu'on m'a raconté hier, c'est qu'il y en a quand même qui ont été détruites. Donc parce qu'il y a eu des travaux à l'école, qui avait un reliquat de la vente aux enchères qui était au grenier. Et il y a donc 5-6 ans, si j'ai bien compris, quand il y a eu des travaux, il y a des pièces qui ont pu être récupérées in extremis, mais il y en a une partie qui a été détruite parce que voilà, ça n'avait pas été pensé à l'avance. S'était pas posé la question de que. Pourtant, il y aurait eu de quoi faire avec ces pièces, mais bon, voilà. Donc c'est terrible. Pour continuer, juste, je vois qu'il y a en face de moi 2 personnes qui sont collectionneurs et qui ont assisté à la vente et qui ont acheté. Ça serait intéressant peut-être de savoir leur point de vue. Moi, on me connaît, bon, je recommence. Salvatore Parisi, bon, c'est vrai, un des...
Céramiste niçois, oui, mais j'étais assistant stagiaire, pratiquement le plus jeune à l'époque. Et oui, voilà, un des jeunes assistants, j'avais 24 ans, donc voilà, on a compris, ça va vite. Et donc, pour moi, c'était un travail de mémoire à faire, parce que c'est un travail de transmission qui est important dans le travail, dans la céramique, quoi. Et pour moi, dans mon travail, c'était un relais à prendre, à transmettre, voilà. Donc, si les personnes qui sont présentes veulent poser une question, ce qui serait sympa de sa part, la personne, c'est qu'elle dise son nom et éventuellement ce qu'elle fait. Comme ça, l'échange et la trace sera plus précise, plus étoffée. Voilà. Et qu'elle prenne le micro. Voilà, je crois que madame, justement, et monsieur étaient présents et ont acheté quelque chose le jour de la vente aux enchères. Oui, alors Paulette et Alain Brossier, voilà, nous avons connu la borne en 1970. Donc on a connu un certain nombre de potiers et on était, le jour de la vente, on est venu spécialement. Et alors, bon, on rentrait de vacances, on était jeunes évidemment, on était fauchés. Alors il y avait un tas de pièces qui nous intéressaient, mais alors on n'osait pas miser dessus parce que on avait peur de... Voilà, on s'est dit, mince, il faut qu'on puisse payer, quoi. Et puis alors, à un moment, il y a une pièce importante qui s'est vendue. Tout le monde discutait à propos de cette pièce. Une autre a été présentée, personne n'a misé dessus. On a levé la main et on l'a eu. Voilà. Alors c'était une pièce de Janina, une polonaise. Et je pense que ça... Nina Karczewska. Oui. Et la pièce n'est pas à vendre non plus, hein, bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais aussi vous dire une chose. Merci de votre témoignage. Il y a eu également beaucoup de pièces qui ont été détruites et je vais vous dire pourquoi. C'est que l'argile a été stockée juste en face des ateliers d'Igan à l'époque, le long de la route. Et la municipalité d'Henrichemont, pour recevoir le préfet et compagnie, a fait gravillonner toute la route. Et une partie de tous ces gravillons sont allés dans le tas d'argile, ce qui fait qu'après la cuisson, les explosions se sont multipliées, je peux vous le garantir. Donc je veux aussi bien croire que beaucoup de gens qui ont eu des pièces qui se détériorent les aient balancées ni plus ni moins. Voilà. C'est entre autres une des explications. Bonjour Roland Botany. D'abord merci pour avoir organisé ce débat parce que c'est vrai que j'avais lu dans le texte que les choses passent, le temps passe, etc. Il y a un peu de révisionnisme, hein. C'est même écrit par Parisi, là il a mis dans un texte. Donc c'est bien de faire le point, comme ça on peut voir. Maintenant, juste pour revenir sur les pièces, là on est presque dans un problème de marchand, quoi. Moi, en tant que potier, ça ne m'intéresse pas vraiment. On sait que les pièces se cassent, hein, quand même. Et heureusement, parce que s'il y avait toutes les productions étaient gardées, je ne sais pas comment on gérerait tout ça, quoi. Donc, si ces pièces ont disparu, c'était peut-être pas le plus important, parce qu'on sait aussi que lors des symposiums, c'est pas les pièces les plus intéressantes. D'ailleurs, dans le film, on voit que les pièces qui étaient en exposition, c'est-à-dire qui étaient amenées, étaient beaucoup plus belles que ce qu'on a vu sortir du four. On est bien d'accord, c'est vraiment un travail abouti. Un travail de symposium, de rencontre n'est pas spécialement abouti, quoi. Il faut bien le reconnaître, quoi. Bon, voilà, c'était juste pour ça, voilà. Voilà, je vous remercie de votre témoignage. Je crois que madame avait une autre question. Ah, bah, voilà. Monsieur le rap, que vous connaissez tous... Oui, on retrouve des pièces très intéressantes. Là, par rapport à ce que disait Roland, là, je pense qu'il y a ce qu'on a vu, il y a des choses aussi qui méritent, parce que c'était des jeunes céramistes qui débutaient, mais des fois, c'est pas parce qu'on est jeune que les pièces ne sont pas forcément abouties. Et au musée Ivanov, c'est Pierre Maréchal, je crois, avait exposé une pièce d'un Anglais qui était très intéressante, qu'il avait achetée à la vente aux enchères. Donc je pense qu'effectivement, comme ma voisine, on pourrait à un certain moment peut-être avoir une idée un peu plus précise de l'ensemble de ces œuvres à l'occasion d'une exposition à faire ici. Moi, je pense qu'on trouverait peut-être le moyen de rassembler un certain nombre d'œuvres, si c'est possible, hein, pourquoi pas.
Juste une petite remarque pour répondre aussi à Roland, c'est ça. Il y a quand même aussi quelques pièces que les céramistes ont remportées avec eux et qu'ils ont parfois recuites. C'est le cas, par exemple, d'une des stèles de mon père qui est à Sèvres. Il l'a recuite après parce qu'effectivement, la cuisson n'était pas extraordinaire. Mais c'est l'avantage quand même des pièces céramiques, c'est qu'on peut retravailler dessus. Oui, Arnaud de Lépine, amateur. Je crois que ce qui nous intéresserait le plus, c'est que vous nous décriviez un petit peu l'époque, beaucoup plus que de savoir ce que sont devenues ces pièces, que, comme l'a dit le président, ce n'est pas forcément ce qui avait le plus intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait manifestement des pièces traditionnelles, mais il y avait beaucoup d'inventivité. Il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait des jeunes artistes qui étaient prêts à vraiment à aller au-delà de ce qui avait été fait, et même si les résultats... Et donc, je voudrais que vous nous rappeliez un peu comment est née la genèse de ce... Parce qu'à l'époque, il y avait, me semble-t-il, la galerie Sarver qui allait naître ou qui démarrait. Il y avait donc cette jeune génération dont certains de vous faites partie qui était en train d'éclater, si je puis dire. Et puis il y avait aussi Noël Ageste qui, en plein... J'allais dire, à Saint-Rémy-de-Provence, avait une exposition, je crois, qui a marqué beaucoup d'entre vous. Voilà, si vous pouviez nous décrire un peu l'ambiance de l'époque et pourquoi, finalement, en quoi votre symposium, j'allais dire, a été important par rapport à votre carrière, si je puis dire. Alors là, justement, si vous voulez, je vais vous raconter un petit peu la genèse concernant la manière dont je l'ai vu moi, puisque moi, je suis du côté de Biot Valoris, et il faut quand même vous dire qu'à l'époque, il y a toujours eu une rivalité. D'un côté, Biot Valoris, c'était Picasso, c'était Fernand Léger, c'était la couleur. L'ennemi juré, c'était Le Gray, qui n'avait pas de couleur, c'était Saint-Amand-Puisaye, La Borne. Donc, je peux dire que pendant au moins 15 ans, j'ai ressenti d'énormes problèmes d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, si je venais ici, c'est-à-dire, je n'avais pas encore les amis que je me suis fait maintenant et qui sont des amis très chers, il y avait un accueil très difficile. Et d'un autre côté, quand j'étais à Valoris et que je parlais des gens du Gré, ça ne plaisait pas du tout. Et il y avait un ostracisme dans les expositions, dans les jurys des biennales internationales, j'ose le dire. Quoiqu'une année, Yves Moïse a quand même eu le Grand Prix de la Biennale, ça a été formidable. Et d'un seul coup, ça a ouvert des horizons. Et moi-même, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, quel accueil est-ce que je vais avoir? Et je vais quand même vous raconter l'accueil. Le bistrot à l'époque, c'était Roland, à l'endroit où il y a toujours un bistrot à l'entrée de la Borne. Je suis arrivé la veille, un petit peu, où les gens devaient arriver. Je rentre dans le bistrot, il y a 30 personnes à peu près. Je rentre, je dis bonjour à tout le monde, personne ne répond, tout le monde tourne la tête, y compris le patron du bar. Je suis quand même un petit peu comme ça. Au même moment, Alain Girel arrive. « Ah, salut, t'arrives ?» Ah, il m'embrasse. 30 personnes sont venues m'embrasser à la suite de ça. Donc, d'un seul coup, la glace était rompue. Et je me suis dit, là, on va voir maintenant, parce que le second test, ça va être l'exposition, justement. On a eu de l'évocation tout à l'heure. C'est-à-dire que l'exposition, il y avait vraiment, je dirais, chacun a amené ce qu'il a voulu, mais je me rends compte entre autres des gens comme Cianella, l'italien, qui était vraiment une avant-garde pour l'Italie. La Suède, c'était une avant-garde pour la Suède. Il y avait donc des travaux extrêmement nouveaux, confrontés, je dirais, aux gens de la Borne pour la première fois. Comment est-ce que ça allait être reçu ? J'ai eu l'impression, le jour du vernissage, j'ai vu beaucoup de gens d'ici, plus que circonspects. Je crois qu'après 2 ou 3 jours, mais ça on aura l'avis peut-être d'autres collègues que le mien, d'un seul coup, la glace, je dis bien, c'est totalement rompu, c'était les embrassades, on buvait des coups ensemble, on a fait la Java ensemble pendant plus d'1 mois, et ça a été extraordinaire, et c'est là où pour moi l'expérience humaine prime avant tout. Alors après, on peut parler des autres expériences qu'il y a eu, c'est-à-dire, parce que le four, ça a été pour nous une expérience phénoménale, mais ça a été aussi un système de rassemblement. Mais le rassemblement, moi je le connaissais déjà par les Leurat que je côtoyais parce qu'ils descendaient également dans les biennales de Valoris et autres. Et il y avait toujours, quand on parlait quand même du monde, et rappelez-vous, à l'époque, on parlait du grès sauvage, de la mode du grès sauvage. Par contre, la faïence, c'était absolument inexistant, parce que faïence, c'était Valoris. Valoris, c'était Picasso. Tout ça, on n'en voulait pas dans une partie de la France. Donc là, je pense qu'ici, ce symposium a été un élément déclencheur, je dis à mon avis, pour justement refaire une fraternité du monde des arts céramiques entre le Sud, le Nord. Et puis, le problème est arrêté de se poser. On a arrêté de juger, oui, le grès, c'est ça, la faïence, c'est ça.
Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Maintenant, je pense que mes amis ont peut-être une idée différente. Hein. Une idée différente, pas tout à fait, mais c'est vrai que la différence entre le grès et la faïence, pour moi, j'ai ressenti ça aussi quand je suis venu pour la première fois à la Borne. Hein. À l'époque, je faisais de la faïence. Voilà. Et ben, c'est sûr que je ne faisais pas tout à fait partie de la même famille que les gens d'ici. Mais tout ça, ça s'est estompé par la suite. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que à propos de la dessinée des pièces, la dessinée des pièces, effectivement, comme me dit Arnaud, n'a pas tellement d'importance, mais il y en a une quand même qui a marqué pour moi, c'est la présence à cette vente du maire adjoint à la culture de Châteauroux, à l'époque, Maître Doucet, et qui a acheté lui-même beaucoup de pièces, mais il a surtout, en partant de cette expérience de symposium, décidé de faire quelque chose à Châteauroux. Et la première exposition importante en 79 est directement issue de ce qu'il avait vécu ici. Voilà. Et 79, c'est devenu ensuite la Biennale, comme vous le savez, et elle est encore actuellement d'actualité, puisque jusqu'à la fin du mois, à Châteauroux, la 19e est en place. Moi, ce que j'ai ressenti en arrivant à la Borne, c'est que j'étais un peu plus jeune et quand j'ai commencé, j'avais déjà 4 ans de métier et j'étais en plein dans le grès. Parce que Jean-Paul avait connu Derval, il était à Valoris, à Biot, il avait connu Capron et puis La queue de la comète de Picasso. Donc il était dans la couleur et dans la faïence. Moi, j'ai commencé par le grès, mais j'étais dans le Vaucluse. Et on connaissait à peine l'histoire du grès par rapport juste à la céramique chinoise, le rouge de cuivre, le mythique rouge de cuivre. D'ailleurs, il y avait eu un article dans Atelier d'art de France, la revue de l'Atelier des métiers d'art de Colette Save, tout un article, c'était mythique, quoi. Donc, moi, j'ai abordé le grès par ça, et en arrivant à la Borne, moi, je pense que la Borne, pour moi, ça m'a tout appris. Parce que par rapport à la faïence, bon, bien que la faïence dans le sud, ça a disparu, mais à Valoris, on l'a travaillé aussi dans des fours à bois. Mais moi, je ne l'ai pas connu, ça. Mais à la Borne, j'ai eu le vrai contact avec le feu, la matière, la cuisson. Donc, et en plus, pendant le symposium, il y avait un nouvel alphabet de formes qui se créait. Bon, c'était peut-être encore maladroit, mais par rapport à la poterie traditionnelle, tournée, cartésienne, c'était une amorce d'un nouvel alphabet de formes, d'esprit, de thèmes. Et ça m'a marqué parce que c'était un début d'une liberté. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça... On le voit d'ailleurs dans le film. Hein. Il y a des pots, mais il n'y a pas que des pots, quoi. Il y a des choses modelées, quoi. Et ça, j'appelle ça un nouvel alphabet. Donc là, on est plusieurs personnes, là, comme dit Aude, là, sur cette table, on est des forçats et des galériens de la mémoire. On est devant vous et des arpenteurs de la mémoire et de notre mémoire, voilà. Donc, quand j'ai eu l'idée de ça, comme j'ai dit, pour qu'on se retrouve ici, c'est que ce qu'on a pu faire là aujourd'hui, il y a 10 ans, j'aurais pas pu le faire parce que on n'avait pas les outils, j'avais pas les outils comme Internet pour communiquer facilement, très vite entre nous pour faire tout ça. Les 30 ans, on n'aurait pas pu les faire. Les 40 ans, oui, plus facilement. Les outils sont importants pour qu'on se retrouve, pour qu'on communique. Et donc, on va parler de céramique, c'est bien, mais après tout, moi, je ne suis pas là pour parler que de céramique. C'est le mouvement social d'une époque. Et les 40 ans qui sont passés, pour voir, on était dans une recherche de liberté, de rencontre, juste après 68. Et le constat, 40 ans après, on le voit bien avec la mondialisation, les choses se sont asséchées dans l'esprit, dans tout, quoi. Hein. Même en politique, à une époque, on pouvait voyager en stop de n'importe où en France, on allait en Inde. On croyait que ça allait s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des barrières de plus en plus, et des intégrismes. Et le film le montre bien. D'ailleurs, il y a Ninka Karzewska, dont vous parliez, quand elle est rentrée en Pologne, quand elle nous a quittés, elle pleurait, hein. Mais franchement. Et on était témoins
de quelqu'un, c'était le mur de Berlin. Il existe encore, vous le savez. Hein. Et c'est ça qui compte, pour moi. Hein. Et d'ailleurs, c'est-à-dire que, bon, c'est de ça que je veux témoigner, parce que, enfin, bon, je suis un peu ému, là, j'arrive un peu à perdre le fil de la mémoire, mais voilà. Alors, si tu veux, tu passes... Bon, moi, évidemment, j'étais là, hein, j'avais 6 ans, mais juste une semaine. Non, mais par contre, je voulais juste souligner le fait que c'est aussi, donc c'était vraiment des rencontres entre des personnes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, etc. Mais aussi, et ça c'était une des intentions des organisateurs, et on le retrouve dans la petite présentation, la petite plaquette de présentation du symposium. Leur intention c'était aussi alors je cite, créer un trait d'union entre ce passé florissant, donc de la Borne, et un futur riche d'avenir. Vivre un présent fruit de l'héritage local intimement lié aux recherches contemporaines. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner parce que je trouve que des fois, dans la création contemporaine, parfois on est un peu trop dans la tabula rasa. C'est comme si certains artistes voulaient vraiment être vraiment complètement innovants sans regarder ce qui s'est passé derrière. Souvent ça me choque, ça m'énerve, voilà. Et là, je trouve que justement, ça marchait très bien. Il y avait pas du tout de frontières mentales dans la tête des gens. Ça posait aucun problème. Ils s'observaient les uns les autres. Il y avait le père Numa qui était là, qui lui-même aussi avait un regard bienveillant, apparemment, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les anciens, si j'ai bien compris. Et voilà, c'est cette bienveillance envers les différences qui a fait la richesse de ce symposium, je pense. En plus, ce qu'il y a de bien par rapport à maintenant, où tout est presque politiquement correct et tout, à l'époque on osait, on était très coluchien. Hein. Maintenant, c'est même être très coluchien, c'est pas évident. Non, mais c'est pour dire que tout est institutionnalisé. Là, bon, on a été soutenu quand même par Atelier d'Art de France à l'époque, mais maintenant, quand on veut faire des choses, il y a beaucoup d'institutions. Il faut passer par des institutions. Là, c'est beaucoup de choses ont été des actes spontanés, quoi. Et maintenant, essayer de recommencer comme ça, je ne sais pas si Jean-Pierre est d'accord avec moi. Voilà. C'est pas évident, voilà. C'est ce que je veux dire. Et c'est un peu pour ça que je voulais relancer cette notion, enfin ce souvenir, voilà, ces 40 ans. Je crois qu'il y a un interlocuteur qui veut intervenir. Je veux bien reparler là-dessus, justement sur ce que tu viens de parler, parce que c'est vrai que si on prend ces rencontres-là, enfin ça s'appelait un symposium, les rencontres qu'il y a eu après, on était vraiment à un moment, je crois, un peu charnière. C'est-à-dire que c'était une générosité énorme qui était donnée par tous les potiers qui cherchaient à se rencontrer. C'est aussi cette année-là, une année avant, où il y a eu le premier marché de potiers à Bussière-Badil. À partir de là, il y a eu tous les marchés en France, avec tout ce qu'on sait de fraternité, de se retrouver, de faire des choses ensemble. Mais pour analyser un peu ce qui s'est passé après, si tu te rappelles, c'était qu'il y a eu... il y a Solner qui est venu très peu d'années après, quoi, 3 ans, 4 ans après. Et là, on est arrivé avec un autre système. On est arrivé avec les Américains, qu'on aimait bien, qui amenaient des nouvelles techniques. Mais au fait, ça devenait payant. Tout d'un coup, toutes ces rencontres-là devenaient payantes. C'est-à-dire que si tu voulais aller à une rencontre avec Solner, tu devais payer tant le week-end, quoi. Et on a vu ça, ils ont commencé à venir, on en a vu plusieurs. Bon, moi je l'ai vécu comme ça, j'étais à Genève, j'ai dû payer 100 francs suisses pour voir Solner. Bon, mais c'est ce que je pense. Après, ce qui s'est passé, on a vu ça de plus en plus, on a développé des rencontres qui souvent avaient une sorte d'intérêt financier, même à la Borne. À la Borne a toujours été plutôt de faire les choses d'une manière généreuse. Doucement, on voit que ça devient, il faut faire des stages en même temps, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un business, on est en train de marchandiser le métier. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Une habitante de la Borne, mais qui n'a pas participé à ce symposium. Mais bon, je connais quand même le monde des potiers depuis longtemps. Mais je ne me rappelle pas comment César est arrivé. Est-ce que vous vous souvenez comment, oui, parce que là, ça me touche en plus personnellement, parce que César était un ami.
et vient, et je lui dis, il venait pratiquement toutes les semaines chez moi, et je lui dis un jour, tiens, il y a un symposium, est-ce que tu n'as pas envie de faire une apparition? Ça serait une caution, finalement, si tu viens, tu as une réputation, un truc. Bon, il faut vous dire que César a un petit inconvénient, ou avait, hein, l'argent était un problème avec lui. Donc je lui dis, t'inquiète pas, je t'emmène en voiture, mais je te préviens, je pars demain à telle heure, donc si tu n'es pas là, je m'en vais. Bien entendu, le lendemain, il n'est pas à l'heure, j'attends une demi-heure, une heure, tu n'es pas là, je m'en vais. Je suis en route, et en route, d'un seul coup de téléphone de César, oui, tu m'as pas attendu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il dit, écoute, je t'ai prévenu, maintenant si tu veux venir, tu te trouves quelqu'un pour t'amener. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans la journée, César étant César, immédiatement, quelqu'un s'est proposé, l'a amené est arrivé pratiquement peu de temps après moi. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, le petit bistrot qui a le long de la route, il a invité 40 personnes. Et puis, au moment après l'invitation, tout le monde boit, tout le monde congratule César, c'est le grand homme. Au moment de payer l'addition, il m'appelle, il dit, Vandy, j'ai oublié mon portefeuille. Je lui dis, t'es bien gentil, mais ça doit être la xème fois que tu me fais le coup. Alors maintenant, j'en ai marre de payer pour toi. Alors oui, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu comprends, regarde, tout le monde attend, je peux pas quitter le bistrot. J'ai payé, mais je dis, je te préviens, au retour, tu me rembourses immédiatement. J'ai dû mettre 1 mois ou 1 mois et demi, ceci dit, pour me faire rembourser. Mais il était comme ça, tout le monde le savait. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui l'a motivé finalement à venir ? César était adulé par tout le monde, vivant sur la Côte d'Azur quand même, on le trouve dans tout le Gotha, dans toutes les cérémonies, dans tout le truc. Et puis là, j'essaye quand même de le convaincre que les potiers valaient bien les sculpteurs et la carrière qu'il avait faite, et que de s'intéresser aux potiers, je trouvais ça de sa part très, très gentil et très intéressant. Bon, maintenant, à lui de découvrir la borne qu'il ne connaissait pas, hein, j'insiste là-dessus. Et puis, bon, il a été ravi du séjour ici, si vous voulez, qui lui a pas coûté très cher, il faut le dire. Il a été pris en charge. Il est reparti. Et les rapports vis-à-vis du monde des potiers, ou ses idées vis-à-vis du monde de la céramique, alors l'ont même amené à une chose qu'il n'a pas pu réaliser, c'est de finalement tester un petit peu les gens de Valoris ou de Biot pour dire, est-ce que vous ne pourriez pas faire des choses pour moi? Devenir un assistant de César. Comme toujours, César ayant des problèmes, je vous dis, avec l'argent, finalement, tout le monde lui disait non, parce qu'on savait très bien que... Alors, il avait des projets, et ça sous-entendait quand même, à mon avis, qu'il avait une idée derrière la tête de faire des céramiques, comme beaucoup d'artistes, Picasso étant l'exemple, bien entendu, le plus connu, et à partir de ça, ça a été terminé, on a pu parler, mais je pense que pour lui, ça a été une grande expérience. Enfin, le souvenir que j'ai de la présence de César ici, c'est quelqu'un qui était habillé en blanc avec des bottes, et ses assistants également. Et évidemment, il n'a pas du tout touché la terre, mais en revanche, il a fait des spaghettis très bons. Vraiment. Je m'en souviens très bien de ces spaghettis. Mais pour ce qui est de la terre, du rapport à ce qui se passait, en ce qui me concerne, moi, je n'ai aucun souvenir de ce qu'a pu dire César, si toutefois il a dit quelque chose. Vraiment, je conforte le raisonnement sur lequel il venait ici, en fait, pour se distraire, c'était quand même essentiellement ça. Il était ravi de boire un coup au milieu de 40 personnes qui, mon cher maître, il est reparti de la même manière très content et c'était terminé. Voilà, à mon avis. Voilà. Moi j'étais là à ce moment-là. Enfin, nous on habitait à la Borne. Depuis Didier Heinz, depuis 7 ans à peu près. Enfin, moi j'ai connu la Borne en 67, ça nous fait exactement 10 ans. Et j'étais à la Borne et je faisais pas de la poterie, je faisais des jouets. Mais par contre, j'étais fasciné par la Borne, par quelque chose qui n'a pas vraiment été dit. C'était quand même un lieu où on faisait je dirais pas de la céramique, mais on travaillait de la terre. Et donc il y avait toute cette tradition qui était là. Et quand moi je suis arrivé la première fois, bon, il y avait Digan, il y avait Mestre, il y avait Jean Linard, qui étaient tous vraiment des gens très très forts. Et quand je suis arrivé là, je crois que c'était Girel qui avait invité César, mais bon, c'est toi, je ne savais pas. Mais à ce moment-là, moi je suis rentré dans une espèce de colère en disant, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce type-là? Je le connaissais, j'avais rencontré César pendant mes études
d'architecture. Mais il me disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a rien à voir avec ici. Et puis avec Girel, on avait un peu des tensions entre tous les deux. J'ai carrément engueulé Girel et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Maintenant, aujourd'hui, je vois un peu les choses différemment. Il y a d'un côté cette évolution qu'a eue la borne, et notamment au niveau du symposium, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Et je crois que c'est effectivement César qui a été ce symbole de ce nouveau, des gens qui faisaient des spaghettis avec la terre, et qui n'avaient plus rien à voir avec cette tradition de la borne. Et je crois que là, il y a eu effectivement un tournant qui était là. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est parler justement de la communication. Parce que le symposium, ça a été un problème également de communication. Comment s'est fait la communication? C'est pas comme à notre époque avec une agence, mais c'est par la bonne volonté et le bouche à oreille des uns et des autres. Et je dirais même, moi je vois l'impact que ça a eu sur Henrichemont, par exemple. Et alors, pour vous citer une petite histoire amusante, rappelez-vous, quelqu'un monte une boîte de nuit à Henrichemont, et bien entendu, nous, il y avait tous les soirs pratiquement ici sur place la Java, il faut le dire. Hein, on buvait tous quand même pas mal, et sauf cette boîte de nuit à Henrichemont. On a fait un tel déchaînement toute la nuit qu'il y a eu fermeture administrative le lendemain, ouvert et fermé le jour même. Non, mais ça c'est important. Parce que, est-ce que vous imaginiez à l'époque, Henrichemont, déjà avec une boîte de nuit, c'était pas trop quand même, je pense, le lieu. Hein. Mais c'est finalement le symposium qui a amené une joie de vivre, je dirais pas autre chose, ici. Et on a vu quand même des gens venir de Saint-Amand, venir d'un peu partout, de Puisaye, ici, pour profiter de cette ambiance. En dehors de la poterie, ce n'était pas des potiers fatalement, parce que je ne sais pas si ça a été quantifié, le nombre de gens qui sont passés pendant la durée du symposium, mais c'est quand même phénoménal de voir le défilé perpétuel qu'il y a eu et de gens qui repartaient avec le sourire. Or ça, je dirais que c'est le second bénéfice du... Le premier, pour moi, c'est l'affection, l'amitié que ça a développé entre le milieu potier. Ça, pour moi, c'est déjà la chose la plus importante. La seconde chose, c'est la communication, justement, sur un plan régional. Tout le monde a gardé un excellent souvenir, y compris les autorités. C'est-à-dire, bon, il y a eu un petit hic, je vous cite quand même, un petit désagrément qui m'est arrivé le jour de l'inauguration. Il faut dire, j'ai peut-être fait une chose de mauvais goût, j'ai fait une guillotine en terre. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait la peine de mort. J'étais militant contre la peine de mort. Et je fais une guillotine en terre dans la bulle à Digan, justement. Et le jour de l'inauguration, le préfet arrive avec les autorités et dit « Qui a fait ça ?» Il dit « Monsieur le préfet, c'est moi. » Alors, monsieur, je ne vous salue pas. Il tourne le dos avec tout son état-major. C'est vous dire quand même la manière dont les autorités peuvent réagir à la provocation. Je reconnais que ça peut... Bon, du coup, ça a doublé mes envies. J'ai fait pour le musée de Sèvres une guillotine énorme qui a fait beaucoup de bruit, si vous voulez, et je pense qu'à mon échelle, j'ai contribué à certaines choses. Alors voilà, notre rôle, s'il n'y a pas la communication à travers un symposium, je dirais, où ça serait passé ma guillotine? J'aurais eu dans un coin, j'avais fait également une chaise électrique, qui ne s'est pas vue, mais elle était tout à l'heure dans le film. Je l'ai vue entreaperçue. Je ne sais pas, tu te souviens de la chaise électrique? C'était pas d'un meilleur goût. Je l'ai toujours et je l'ai gardé toujours en souvenir. Donc, vous voyez, ça, c'est le second aspect du symposium. Le troisième, et il y a beaucoup d'autres aspects, mais je crois que monsieur va intervenir. Oui, enfin, c'est pas tout à fait sur comment, votre nom, communication. Mais par contre, ce qui s'est passé quand même à la Borne quelques années avant, il y avait quand même dans des expositions de la Borne, il y avait d'un côté ce qu'on appelait plutôt les artisans, et de l'autre côté, il y avait les artistes. Et il y a eu un peu une bagarre entre ces deux qui étaient là. Et je crois que ça aussi, c'est le symposium, ça l'a amené. Et quand on parle d'artistes, enfin moi je suis toujours un peu étonné qu'on parle des œuvres, qu'est-ce qu'elles restent, etc. Moi, pour le symposium, c'était le faire, toucher la terre, toucher le feu, enfin c'était vraiment, on le voit dans le film, c'était vraiment un moment où on faisait tous, même si on n'était pas potier, on s'occupait du feu malgré tout. Et c'est vrai que là, on était une vraie communauté
d'un côté de la borne et de l'autre côté tous ces gens qui venaient, ensuite qui venaient chez nous les uns après les autres. Nous, on recevait tel potier, puis après tel autre, et puis c'est vraiment un moment général. Mais ce qui m'a frappé, c'est que là, il y a une tradition à la borne qui était vraiment qu'on ressent plus vraiment là-dedans. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et là, vous parlez entre l'histoire du grès et par exemple à Limoges ou des choses comme ça, mais la borne était un centre quand même très connu dans les milieux de la céramique et qui étaient donc des gens qui venaient à la borne parce qu'ils voulaient faire du grès, parce qu'ils voulaient travailler avec le feu. Et c'est ça pour moi, la borne, c'était ça. Et je pense aussi, vous savez, ça a commencé avec la guerre, parce que le fait voilà, oui, ça a commencé avant, mais aussi quand on a le directeur de Sèvres, dont j'ai plus le nom en tête, à l'époque, qui s'est installé. Non, à l'époque, mais non, pendant la guerre, qui est arrivé avec les Leurat. Bayer, voilà. Bon, déjà, Bayer était très connu, était directeur de Sèvres, employé des artistes. Il a fait, et puis on a quand même l'évolution, si on regarde aussi. Quelle est la différence entre une pièce peut-être de Marie Talbot? Est-ce que c'est du combat toujours de l'artisanat ou de l'art? Il y a un moment, on en a, c'est notre époque refuse maintenant ce dialogue, cette scission qui est due en fait particulièrement au XVIIe siècle qui a inventé cette dichotomie. Hein, les arts majeurs, les arts mineurs, c'est heureusement une chose terminée de nos jours. Et je pense que le symposium, entre autres, a participé à ça, même si... il y a toujours, bien sûr, il y aura toujours des grands chantres pour dire ça, c'est de l'art, y compris les installations. Et d'un autre côté, je vous cite un petit exemple ahurissant qui m'est arrivé avec vous connaissez les fracs. Quand les fracs ont été faits par Jacques Lang, dans le congrès, dans le texte constitutif, si vous voulez, des fracs, il y avait on doit acheter des pièces à des artistes, à des métiers d'art, à de l'art décoratif, à du design. Bien. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire, il y a eu un rejet, il y a eu le congrès des fracs, 20 ans d'achat de fracs. J'étais présent puisque j'étais président de la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France. Donc je suis présent, il n'y a que les directeurs de fracs autour de moi, et à un moment, entre-temps, j'avais pris la précaution d'aller mettre le nez dans les statistiques d'achat. Et on me dit, il y a 20 000 achats de fracs pour les 20 ans. Parfait. Combien avez-vous acheté de céramique? Alors là, grand silence, mais moi j'avais le chiffre, qui était du ministère de la Culture. Vous avez une idée sur 20 000 achats de ce qu'il peut y avoir comme céramique en quantité? 7 pièces sur 20 000. Alors je me permets d'intervenir en disant comment est-ce que vous m'expliquez, puisque tous les directeurs sont là, que vous n'achetiez non seulement pas de céramique, pas de pièces de verre, il y avait 2 pièces d'orfèvrerie et il devait y avoir 2 ou 3 pièces de verre. Et alors, donnez-moi une réponse à votre fermeture totale à ce qu'on appelle, nous, les métiers d'art. À ce moment-là, j'entends dans mon dos, ce vieux con, il va encore nous emmerder avec ses artisans. Et là-dessus, tout le monde se met à rigoler, si vous voulez, et j'ai dû quitter la salle. Alors voilà à peu près la mentalité, il faut vous dire, quand même, et ça, c'est pas vieux, c'est il y a une douzaine d'années, à peu près, hein. Et cette mentalité-là, on est quand même nombreux à se battre maintenant pour refuser cette dichotomie, si vous voulez. Et je vous ferai remarquer que la notion de métier d'art, on a mis, depuis la guerre, on a mis 25 ans à harceler l'État. Ça a été voté l'année dernière, si vous voulez, au Sénat. C'est entériné. Dorénavant, vous avez en France un statut de métier d'art à part entière, autant qu'artiste au ministère de la Culture. Il faut quand même le savoir. Ça a été 25 ans de combat. Donc c'est là où je me permets, je crois que monsieur n'est pas d'accord, mais il va nous donner son avis, justement, puisque je pensais que... Est-ce que vous ressentez une dichotomie de métier d'art, toujours d'art appliqué ou de... Il faut quand même vous dire aussi qu'à l'école du Louvre, où vous avez des centaines de professeurs, hein, il y avait 0 poste pour enseigner les métiers d'art ou l'art décoratif du XXe siècle. Et j'ai usé 3 ministres, officiellement. Finalement, ils ont craqué, ils ont créé un poste. Quand vous avez peut-être 300 postes dans toutes les autres disciplines concernant l'histoire de l'art. Alors, il y a quand même une volonté. Un autre exemple, vous voyez, en France, combien vous avez de musées d'art décoratif? Il y a Paris, il y a Bordeaux.
Le reste, vous avez quelques sections. Vous prenez tous les pays en Europe, prenez l'Allemagne, le Benelux, tout ça. Partout dans les musées d'art moderne et contemporain, vous avez des pièces, vous avez des objets, de la céramique, du verre. Il n'y a que la France qui refuse. Et j'ai compris pourquoi. C'est la formation de l'école du Louvre. Tout le monde rentrant à l'école du Louvre veut être, si vous voulez, conservateur à Beaubourg. Et il y a un rejet total de l'objet. Et nous, notre rôle, justement, à travers, je pense, des symposiums et des rencontres et des témoignages comme le film, c'est justement de nous battre pour imposer cette reconnaissance, si vous voulez, des métiers d'art et de l'objet. C'est ce que je pense personnellement, mais je ne suis pas le seul. Oui, mais il me semble tout de même qu'il y a une évolution que vous avez décrite, mais qui est d'une autre manière. C'est que il y a une quinzaine d'années, le directeur de Beaubourg de l'époque m'avait expliqué qu'il avait présenté une pièce de ta pièce en terre, et qu'elle lui a été refusée parce qu'elle était en terre. Donc, alors qu'aujourd'hui, tout de même, on peut reconnaître qu'il y a beaucoup d'artistes qui, quelquefois, s'amusent avec la terre, mais il y a une évolution, et ça me paraît positif, qu'il y ait une évolution, c'est-à-dire que maintenant, le matériau terre soit reconnu. Il y a eu d'ailleurs des expositions, bon, elles ont été ce qu'elles ont été, mais qui montrent cette évolution. Et ça, je crois que c'est important, qu'on soit un artiste faisant de la terre occasionnellement ou en permanence. Je sens que ça prend de l'ampleur, là. Hein. On a eu Daloun qui nous a parlé de sa terre sigillée. Monsieur, comment il s'appelle? Pardon? Didier Heinz. Il s'appelle Didier Heinz. Didier Heinz. Didier Heinz, il voilà, est là. Très bien. Voilà, et il se trouve que c'est mon mari. Présentez-vous, s'il vous plaît. Eh ben, moi, je suis Julie Heinz. Ah, voilà, la famille. Ce que je voulais dire à propos de la terre, alors donc pareil, on a habité ici dans les années 70, dès le début des années 70, donc on était là depuis longtemps quand le symposium a eu lieu. Et il est vrai que je préciserai quand même que si on est venu habiter à la Borne, c'est parce que sa sœur était céramiste et qu'elle a acheté une maison ici, dont elle est partie parce que les conditions de vie étaient trop dures et dont on a bénéficié, nous, à une époque où la jeunesse quittait les villes et allait s'installer à la campagne. Ok ? Didier, architecte, voulait faire des jouets en bois. Moi, je voulais enseigner aux Beaux-Arts, ce qu'on a fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu effectivement de l'extérieur, non pas comme potier, mais comme habitant de la Borne et activiste de la Borne en même temps, on a vu toute l'évolution effectivement des mentalités ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu qu'effectivement, il y avait des jeunes de notre âge à l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient nés immédiatement après-guerre, et qui étaient confrontés à une première génération dont on n'a absolument pas parlé ici. Je pense à des gens comme Roset, par exemple, qui était quand même une des grandes figures, acceptée ou pas, qui était un pilier de bistrot lui aussi, dont les dessins couraient partout, qui avait repris la tradition des Talbot, qui se l'était réapproprié, etc. Et de l'autre côté, il y avait les Lerat, et les Lerat, ils avaient donné tout à fait une autre orientation à la céramique ici, et ils ont joué un rôle considérable dans l'évolution, me semble-t-il, de la Borne, non seulement parce qu'ils habitaient ici, mais en plus parce qu'ils enseignaient aux Beaux-Arts. Et donc, il y a eu des générations des Lerat, d'abord de Jean Lerat, et ensuite de Jacqueline à l'époque, et à l'école. Et ils avaient une influence considérable, une qualité aussi de propos considérable. Et on voit une génération ici qui a évolué, qui a donné celle précisément très vite du symposium, une génération qui venait effectivement de tous les pays du monde. Il y avait des Norvégiens, il y avait des Suédois, il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, il y avait des gens vraiment de partout, et des Français aussi, et qui se trouvaient confrontés d'une part à cette génération qui était arrivée pendant la guerre et juste après la guerre, qui faisait la transition d'un côté avec la tradition et de l'autre côté qui ouvrait à l'art contemporain. Et eux-mêmes, ils avaient envie d'être ensemble parce que c'était une génération, nous étions une génération qui avait envie de vivre ensemble et de pratiquer, d'avoir d'autres pratiques de la collectivité par rapport à toutes les autres images qu'on pouvait avoir de la collectivité. Le symposium, me semble-t-il, est formidable de la part de Jean Girel, parce que précisément,
et de Jean-Pierre Viaud, mais c'est parce que ça nous a permis de nous réunir, d'affirmer le fait qu'on vivait ensemble, qu'on avait d'autres conceptions. C'était peut-être légèrement utopiste, mais il n'y avait pas de volonté, en tout cas utopiste derrière. Il y avait le plaisir d'être ensemble. Et le lien, ça a été dit ou esquissé comme ça, c'est vrai que ça pouvait être le feu, c'est vrai que c'était le fer, c'est vrai que c'était la présence de ces grands fours qui fonctionnaient plus depuis des décennies. Et c'était une façon de revoir l'histoire et d'affirmer un présent, d'affirmer quelque chose qui était en train de se construire. Et c'était ça qui était important. C'était pas de faire des pièces et de les vendre et de les collectionner. Moi aussi, j'ai une collection effectivement des pièces de l'époque et d'autres gens que j'ai eu par ailleurs, parce que je connais des gens, parce qu'on vivait ensemble, etc. C'est vrai qu'il y avait une différence entre les potiers et ceux qui n'étaient pas potiers. Nous, par exemple, on n'était pas potiers. Didier faisait des jouets et était reconnu comme faisant des jouets, et tout le monde aimait ses jouets, etc., comme lui, il aimait les potiers. Mais il y avait, avant 77, donc, et même un petit peu après, je dirais, il y avait quand même une vraie différence, presque une scission entre les artisans et les artistes. Il y avait deux salles différentes dans l'école, deux salles différentes. On ne se mélangeait pas et tout le monde se faisait un peu la guéguerre, gentille, mais c'était quand même une guéguerre. Il y a après des gens comme Favre, etc., qui sont arrivés aussi et qui ont, au fond, inventé la folie aussi, ou la très grande liberté, une autre forme de liberté, moins construite, moins plastique, etc. Et celle-ci aussi a eu sa place. Et celle-ci aussi a dû se battre pour avoir sa place parmi les potiers. Donc il y a eu à la fois une façon de vivre ensemble et une volonté en même temps de se différencier par des pratiques, par des attitudes, et en même temps de vouloir quand même vivre en collectivité, enfin ensemble, disons, c'était pas en collectivité, et de faire ensemble. Et le symposium, c'est ça qui était formidable. Les gens de l'ancienne génération étaient là, de toutes les autres générations étaient là. Les paysans étaient là. Moi, je me souviens de Lulu Giraud. Et ben, pour moi, c'était génial de passer des nuits entières avec lui. Pardon. Oui, devant le feu, devant le feu, avec Lulu. Non, c'est très bien ce que vous dites. Mais c'était un truc vivant, c'est ça le truc. On était moins dans les projets de carrière, on n'était pas dans les chacun chez soi, etc. Et les propriétés, on était vraiment dans un échange, une volonté d'être ensemble, effectivement. Et voilà. Et c'est vrai que quand César arrive, on se dit, oh bah merde alors, ils ont besoin en plus d'un fanion, d'une bannière, d'un truc comme ça. Bon, pourquoi pas, s'il faut. Bon, mais c'était vraiment le... Voilà. On n'était pas contre lui, mais il était adorable. Hein. On n'a pas eu de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu à un moment donné un état d'esprit qui était propre à ce moment-là, qui n'existait pas auparavant et qui s'est modifié aussi avec le temps et qui n'existe plus. Voilà. Je passe ça à mon confrère. Oui. Bernard Timonier, oui. Non, mais c'est bien, Julie, tu vas nous écrire quelque chose, j'espère. Bon, parce que... Bon, je voulais simplement amener un complément à ce que disait Julie. Bon, le symposium a été, pour moi, qui était un jeune spectateur, puisque j'avais 24 ans, et j'avais pour la première fois un atelier avec un four. Et j'étais, comme tu disais, Julie, déjà entouré de gens formidables. Tu as oublié Pierre Mestre. Parce que Pierre Mestre recevait beaucoup de stagiaires, donc ça faisait une émulation dans le village qui était assez intéressante. Après, il y avait Pierre Digan qui aussi recevait pas mal de stagiaires. Oui, mais enfin, les gens étaient stagiaires quand même. Donc, et tout ça, c'était assez formidable de partager tous ces trucs-là. Et donc, ce que je voulais dire par rapport au symposium, qui a été pour moi un moment extraordinaire de ma vie, qui a changé ma vie, j'avoue. J'ai pris des directions à ce moment-là. D'abord, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai toujours des relations, comme Jean-Paul, comme Michel, comme Jean-Pierre. Voilà, ça a été formidable tout ça. Pierre Bay aussi, qui est là-bas dans le fond. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'est que ça a eu une importance après.
dans le village. En 81, on a créé les premières expos d'artistes invités. C'était dans la même lignée que le symposium, c'est-à-dire de vouloir inviter des gens qui nous montreraient leur travail, des professionnels, et de les inviter, voilà. C'est-à-dire de dire venez chez nous, venez nous montrer vos travaux. Et en 83, on a organisé, en 84, les premières rencontres, ça c'est pour répondre à Roland, qui étaient gratuites, Roland. Et toutes les rencontres à la borne ont toujours été gratuites. Et donc, c'était pas une idée de construire un business, c'était une idée justement de reproduire ce symposium de 77 et aussi celui de 79, qui était un symposium de sculpture, de pierre. Et pour continuer sur la lancée de ce que moi j'estime être la cheville ouvrière de l'histoire, c'est-à-dire Alain Girel, qui a été un organisateur extraordinaire, parce qu'il y a dans cette histoire du symposium une performance quand même qu'on peut voir après 40 ans, de convaincre les pouvoirs publics de organiser tous les gens qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire jusque les États-Unis, enfin, il y avait quand même une grosse logistique qui a été assumée par des bénévoles et par des gens éminemment compétents, et ça, c'est quand même extraordinaire, je trouve, même 40 ans après. Donc nous, après, en 84, tout ça, on a fait des choses beaucoup plus petites, mais on a continué, et je pense que là, les fours qui vont être allumés pour la Toussaint, c'est la suite de toute cette histoire, de dire à la borne, voilà, nous pouvons accueillir des gens, nous pouvons, et je pense que tous les gens qui viennent ici, dans cette grande confrérie qu'est la céramique, il y a toujours ce côté accueil à la borne, avec des gens bénévoles qui passent leur lait, voilà. Donc la borne va bien en fait. Pardon? Oui, Lucien Petit, céramiste à la borne aussi, en Richemont. Dans la continuité de cette histoire, et c'est dans le fil de ce que disait Bernard juste avant, par exemple à la borne, et aussi par rapport à ce que disait Jean-Paul sur les métiers d'art, toutes ces relations et toutes ces choses qui ont pu évoluer, il y a des résidences d'artistes qui ont été mises en place à la borne. Et quand on lance les appels d'offres, il y a quelques 50 jeunes artistes qui ne sont pas céramistes, qui envoient des dossiers pour venir travailler avec des céramistes de la borne, pour aboutir des travaux en céramique. Donc là, justement, il y a des caps qui sont passés. Et là, on ne parle plus d'art mineur, je pense. Et là, je crois que la borne est aussi témoin de cette histoire-là. Et alors, moi, je voudrais dire une chose qui va, enfin voilà, qui fait la suite de ça, parce que justement, cette dichotomie, ça a une conséquence qui est quand même très sensible et qui me frappe particulièrement, moi qui suis un petit peu en dehors. Donc, c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais non, enfin, mais je crois que maintenant tout le monde a compris quand même que je suis la fille d'Antoine Devinck, donc qui était participant du symposium, c'est que la conséquence du fait que pendant longtemps la céramique n'a pas été considérée comme un art à part entière, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de l'art de la céramique. Ça manque. Alors je sais bien, Jean Girel a fait un petit livre qui est très très bien, mais qui balaye très largement. Maintenant, on voudrait rentrer un peu dans le détail. Et je trouve justement, c'est ça que je trouve intéressant dans l'initiative qui a été lancée par Salvatore autour du symposium de la borne, mais ça peut être autour de Valoris, ça peut être autour de plein de choses qui se passent dans le monde de la céramique. C'est que maintenant, il faut commencer à marquer et à documenter des jalons de l'histoire de la céramique, parce qu'elle existe, cette histoire. Il y a plein de gens qui l'ont vécue, qui l'ont construite, et elle n'est pas encore écrite. Et donc, voilà, avec ça, ce projet qu'on a lancé un peu comme ça, spontanément, et ben, j'espère bien que on va pouvoir commencer à poser un jalon. D'ailleurs, on a recueilli, c'est un peu dans cet esprit-là, parce qu'il n'y a pas que le film, en fait, on a sollicité tous les participants, mais aussi des galeries, aussi des personnes autour du symposium, pour qu'ils nous livrent des témoignages ou des réactions, des impressions autour de cet événement. Et donc vous êtes
vous-même invité à laisser vos coordonnées, on a mis un petit cahier, si vous voulez participer à ce mouvement. Donc je pense à vous aussi, parce que les témoignages, les réflexions, il y a même des gens qui n'étaient pas au symposium qui nous ont livré des réflexions. Je pense à Augustin David, voilà, qui a livré un texte très intéressant de réflexion autour de cet événement qu'il n'a pas vécu, mais dont qu'il a ressenti quand même à travers des témoignages qu'il a reçus. Et voilà, il y a non seulement une histoire à construire, mais aussi quasiment une sorte de mythologie. Alors, vous allez me dire que vient faire la mythologie là-dedans, mais l'histoire de l'art a sa mythologie, a ses mythologies. Et voilà, il y a quelque chose à mettre en place, parce que dans les universités, il n'y a rien à ce niveau-là. Il n'y a rien. Et c'est quelque chose à mettre en place, petit à petit. Et pour le mettre en place, il faut faire ce qu'on fait. Et alors, oui, il y a le projet de faire le projet embryonnaire pour le moment. Comme je précise, on n'a pas d'éditeur, mais on aimerait bien, autour de tout ça, faire un livre en réunissant et en créant une synthèse autour de tous ces textes, ces témoignages qui sont très intéressants. Et voilà. Alors, un livre-objet avec un DVD. Moi, je ne vais pas m'inscrire en faux contre ce que tu viens de dire, mais quand j'ai commencé la céramique, le livre du potier n'existait qu'en anglais. Il a fallu attendre, je crois, 1974 pour avoir une traduction française. Et pour aller pas contre ce que tu dis, mais pour prouver que, en fait, il y a beaucoup de choses qui racontent l'histoire de la céramique. Il suffit de voir ici le centre de documentation. Il suffit de se rappeler qu'en 81, c'est la naissance de la revue de la céramique et du verre. Et puis qu'on doit beaucoup de matériel éditorial à Camille Viraud, à tous ces gens qui ont mis un petit peu leur plume dans le moulin et qui ont fait tourner la pensée. Et ça manque de synthèse, une synthèse qui emmène les gens qui ne connaissent pas bien le monde de la céramique et qui leur donne une culture de la céramique. Et même les jeunes céramistes d'aujourd'hui, interrogez-les, il y en a quand même beaucoup qui ne connaissent pas ceux des années 50, 60, et pourtant il y a eu des grands céramistes quand même. Mais ça, c'est pas un problème de matériel, c'est un problème d'éducation. D'enseignement. Un problème d'enseignement. C'est un tout. C'est un tout. Je voudrais revenir à l'histoire de ta pièce, Anthony Tapies, le sculpteur, parce que pendant un moment, j'ai assisté Hans Spinner à la Fondation MAG, et quand j'ai découvert le travail de Anthony Tapies, c'était juste après le symposium, et en découvrant le travail d'Anthony Tapies, c'est là que j'ai découvert mon style et mon écriture et ce que j'avais à dire, parce qu'il travaillait comme un céramiste dans la peinture, voilà, dans la trace, l'empreinte. Et il a marqué beaucoup de céramistes, on est d'accord, oui ou non? Oui. Voilà. Tout le monde, même Champy, qui était un potier, s'est approprié la croix, le signe, la flèche. Voilà. Donc, oui ou non? La croix chez Claude, je vois pas. Non, mais les signes en X, la négation, tout ça, voilà. Voilà. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, il y avait une tactilité, il y avait les dégoulinades, la matière, c'était de la céramique. Il était plus intelligent que les céramistes. Tout d'un coup, il faisait une grande toile et nous, on se faisait chier à faire des trucs, des muraux, alors que lui, avec son plâtre, sa matière, sa résine et son sable, il avait un résultat. On était bluffés, quoi. Donc, oui, mais c'est ça qui est bien. Mais nous, en tant que céramistes potiers, oui, mais en tant que potier, on ne connaissait pas encore ça, on n'avait pas la culture, on devenait artiste aussi. On avait un autre regard. Donc c'est pour ça que dans le symposium, on n'était pas que potier, on cherchait à évoluer et à avancer. Et ça se rejoint, on s'est rejoint. Moi, j'ai vu Chilida travailler, j'ai vu Riopel, j'ai vu des tas de gens bosser. C'est ça qui est super. Ça m'a fait avancer dans beaucoup de domaines. Et je voudrais revenir à César, parce que justement, il n'a pas fait de céramique. Mais indirectement, j'ai continué à le revoir, on s'est reconnus, on s'est revus, et voilà. Mais c'est-à-dire que... Oui, c'est pas lui qui m'a payé, je suis passé par son marchand, par Naon. Je suis allé voir Naon directement, à la Galerie Beaubourg, parce que lui, de toute façon, il n'avait pas ça à gérer, c'est pas possible. Il était autre chose. Et puis, par Naon, j'ai fait plein de compressions en céramique, en haute température, des sangs de bœuf, des céladons, des rouges de cuivre, etc. Toute une trentaine de pièces. Et donc, voilà, c'est-à-dire que je voulais rejoindre, par mon métier de céramiste, ces gens-là aussi. Et ça a été un échange super parce que j'ai collaboré avec plein de gens. Armand...
d'autres personnes, dont et j'ai aussi des pièces que je me suis gardées. Voilà. Donc, je voulais revenir aussi sur Madame qui parlait du retour à la nature, le côté rousseauiste, d'une époque où on quittait les villes pour revenir. Rezvani avait écrit Les Années Lula, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce livre. Il y avait Kerouac, et il y avait des grands penseurs américains, Thoreau. C'est tout ça, c'est toute une époque, quoi. Voilà. Et je voulais juste dire un truc aussi, c'est que l'histoire de la céramique, il faut la faire, comme dit Aude. Ouais, Salvador, et on est là pour ça. Juste une aparté. Vraiment, c'est important de parler de l'atelier MAG de Saint-Paul-de-Vence, parce que de Saint-Paul-de-Vence, parce que c'était Artigas. Oui, mais il y avait le four, il servait, c'est le four Artigas. Et si vous êtes allé là-bas, vous allez voir toutes les fresques de Miro, tout ce qui a été fait par Artigas, qui est quand même le grand céramiste catalan, et qui a, je me souviens, on avait un petit bouquin de ses formules des mots qui s'appelait Formulario, qui était une sorte de bible, autant que le bouquin de Leach. Parce que c'était un grand monsieur et il a géré l'atelier de céramique qui était dans la Fondation MAG. Oui, mais il a construit le four Artigas. Il a fait faire des céramiques à tellement d'artistes. Bon, voilà. Et ça c'est pour. Non, mais je voulais parler... pour dire l'histoire de l'art, elle est écrite aussi là. Ça existe. C'est pas. Je voulais dire par rapport à Aude que l'histoire de la céramique, je la connais comme Jean-Paul, parce qu'on a un pied entre la Borne et Valoris. Et donc on arrive à faire une synthèse des deux, on a un regard. Je trouve que la Borne, il faut qu'elle profite de son identité. C'est comme un village gaulois, elle a encore la chance d'avancer, parce qu'à Valoris, il n'y a plus rien, plus rien. Tout est cassé. Oh, non, c'est... Et donc, voilà. Salvatore. Alors, je pense que tout le monde est extrêmement content et qu'on ne va pas s'arrêter là, mais qu'on va continuer avec un verre à la main. Si ça... Voilà, alors je voudrais vous remercier tous. D'abord, remercier aussi l'équipe qui est là et vous remercier tous de votre attention et de votre participation. Alors, à plus tard.